Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis internautes, chers amis auditeurs de Diaspora FM, bonjour. Bienvenue sur votre émission Le Bon Citoyen. Aujourd'hui, au programme, nous allons pouvoir aborder plusieurs thématiques qui touchent notre vie en société. Et vous le savez, nous nous intéressons en première partie à la leçon de civisme. Aujourd'hui, de quoi nous allons parler? C'est bien sûr du devoir du patriotisme. Et la chronique du jour avec Mariano Gagny-Arrosso nous permettra de mieux apprécier ce qu'on peut retenir sur les éclairages publics vandalisés. Et au titre du débat citoyen, nous allons recevoir dans ce studio le docteur Valérie Idossou. Elle pourra nous parler de cette thématique très intéressante, agir au nom de la paix. De plus en plus, le sujet préoccupe. Il s'agit bien sûr de cette thématique dont nous allons pouvoir parler au cœur de cette chronique du citoyen, des éclairages publics vandalisés. Et c'est Mariano Gagny-Arrosso, juriste, qui nous en parle. Bonjour Mariano. Bonjour, monsieur. Alors, vous nous parlez de cette thématique assez intéressante. Quel est le fruit de votre réflexion? Notre thème de ce jour porte sur les éclairages publics vandalisés. La lumière des routes brisée par ce qu'elle éclaire, si ce n'est pas de l'ingratitude. Il fut un temps, et ce n'était pas si lointain, où avoir une lumière sur la route était presque un luxe. Rouler la nuit était un risque. Marcher à pied, un défi. Les routes béninoises étaient plongées dans une obscurité qui couvrait les accidents, les braquages, les agressions. Et puis, on a commencé à voir ces lampadaires, d'abord à Cotonou, puis à Porte-Nouveau, de plus en plus dans les autres villes, jusque dans certaines campagnes. Des poteaux élégants, des solaires autonomes et modernes. C'était notre fierté. C'était un pas vers la sécurité. C'était un signe de respect du citoyen. Mais aujourd'hui, un constat douloureux s'impose. Cette lumière qu'on attendait tant, certains l'ont choisie possible. Oui, des individus mal intentionnés arrachent les panneaux solaires, volent les batteries, déracinent les poteaux entiers. Des routes entières se retrouvent à nouveau dans le noir. Non par panne technique, mais par pur vandalisme. À quoi pense-t-on quand on détruit l'éclairage public d'une voie? Est-ce un vol? Est-ce un sabotage? Est-ce une ignorance du bien commun? Et si c'en est ainsi, faudrait-il revenir aux anciens poteaux électriques à fil? Ceux-là même qu'on évite à cause des risques d'électrocution? Est-ce vraiment cela l'alternative? Non. Ces routes éclairées sont pour nous tous. Ce sont elles qui réduisent les accidents nocturnes. Ce sont elles qui permettent aux motos de freiner à temps. Ce sont elles qui permettent aux femmes de rentrer sans crainte, aux taxis de circuler tard, aux patrouilles de surveiller avec efficace. Ceux qui s'attaquent à ces lampadaires ne volent pas l'État, non. Ils vous volent en tant que citoyens. Ils volent la sécurité du peuple. Ils volent sa paix. Ils volent la visibilité des routes. Ils volent des vies. Et vous, en tant que bons citoyens, vous n'allez pas vous laisser faire. Dénoncez tant qu'il est temps. Et qu'ils le sachent, la loi ne restera pas les bras croisés. Ceux qu'on attrapera seront poursuivis sans complaisance. Car on ne développe pas un État en détruisant ce qu'on a pris des années à bâtir. Le bon citoyen n'a pas besoin d'être diplômé pour comprendre cela. Il a juste besoin de sa conscience. Alors, chers téléspectateurs, au nom du bon citoyen, protégez les éclairages publics comme votre bien. C'est protéger la route. Et protéger la route, c'est protéger des vies. Et enfin, protéger des vies, c'est construire toute une nation entière en paix. Je vous remercie. Merci infiniment, Mariano, pour ces différentes précisions qui nous permettent de mieux apprécier le contenu de cette chronique que vous venez de partager avec nous. À présent, nous allons pouvoir passer à la rubrique Leçon de civisme.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème essentiel, le devoir de patriotisme. Le patriotisme, c'est l'amour et le respect que l'on porte à son pays. C'est un sentiment d'attachement à ses valeurs, sa culture, son histoire et ses institutions. Être patriotique ne signifie pas seulement admirer son pays, mais aussi le défendre et le faire évoluer dans le bon sens. Le devoir de patriotisme est une responsabilité civique. Il nous incite à participer activement à la vie de la nation. Cela peut prendre plusieurs formes. Respecter les lois, payer ses impôts, voter, participer à des actions citoyennes ou encore respecter les symboles nationaux comme le drapeau ou l'hymne national. Ces gestes simples montrent notre attachement à la patrie et renforcent la cohésion nationale. Le patriotisme ne doit pas être confondu avec le nationalisme extrême qui peut conduire à l'intolérance ou à la discrimination. Être patriotique, c'est aussi reconnaître la diversité et promouvoir la paix et la solidarité entre tous les citoyens. Chacun peut exercer son devoir de patriotisme au quotidien. Par exemple, en étant un citoyen responsable, en aidant ses voisins, en respectant les règles de sécurité ou encore en s'engageant dans des actions citoyennes ou associatives. Ces petits gestes contribuent à la construction d'une société plus juste et unie. Enfin, il est important de souligner que le patriotisme doit aller de pair avec la critique constructive. Il ne faut pas hésiter à remettre en question les actions de son pays pour l'améliorer dans l'intérêt collectif. Le devoir de patriotisme est une valeur fondamentale pour assurer la stabilité, la prospérité et la paix dans notre pays. En étant fiers de notre nation, tout en étant ouverts et responsables, nous participons activement à son développement. Soyons donc fiers, responsables et engagés. C'est cela, le vrai patriotisme. Agir au nom de la paix, c'est donc la thématique autour de laquelle nous allons pouvoir partager quelques instants dans ce studio sur le plateau du débat. Et je reçois pour la circonstance pour vous le docteur Valérie Idossou. Docteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Hector, merci. Je rappelle que vous êtes consultante, vous êtes également la secrétaire générale du parti Renaissance nationale ici au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. À votre suite sur ce plateau, nous avons mademoiselle Divine Exaucé Tossavi. Vous êtes juriste, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de partager ce plateau également avec nous. Je l'annonçais, agir au nom de la paix, c'est la thématique autour de laquelle nous allons passer quelques instants de discussion. Docteur Valérie Idossou, dites-nous tout de suite ce que l'on peut entendre par la paix. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord dire mes remerciements pour m'avoir invité sur votre plateau. Merci aussi de nous rappeler très souvent que le citoyen a des droits, mais il a également des devoirs. Revenant à votre sujet, quand on parle de paix, on parle généralement d'un état. Donc on parle d'une situation acquise. On parle de la concorde, on parle de la tranquillité d'esprit d'une personne, d'un groupe de personnes ou de toute une communauté. Mais aussi la paix peut représenter une dynamique, un cheminement, un mode de vie voulu pour prévenir des conflits. Certains vous diront que les conflits sont inhérents à la vie de l'homme, mais en même temps, ces conflits peuvent détruire, donc il faut prendre conscience qu'il faut anticiper sur leur survenue, et c'est ça la prévention. Mais aussi la paix, c'est le cheminement pour calmer des conflits qui ont déjà éclaté ou pour éteindre des feux de conflits qui sont déjà nés. Donc on y voit un aspect État,
donc statique, passif, mais il y a également un aspect dynamique qui fait qu'on est toujours en train de rechercher par ses attitudes, par son comportement, comment on fait pour que le vivre ensemble soit possible malgré nos divergences. Vous avez été chargé de programme communautaire à la Fondation Suisse, surtout par rapport à ce programme Graines de paix. On sait quand même que c'est une activité qui intéresse davantage de personnes de par le monde entier. Et quand vous parlez de dynamique et de cheminement, est-ce toujours un exercice facile? Non, pas du tout. En fait, il faut prendre conscience qu'on peut vivre en paix, malgré les frustrations qu'on vit au quotidien. Ce qui nous distingue des animaux, c'est le raisonnement. C'est la capacité à poser notre esprit sous ce que nous vivons comme émotion. Alors, au quotidien, nos interactions avec les autres emmènent à de la contradiction. Et quand on ne sait pas prendre conscience que la paix est ce qui nous fait mieux vivre, on peut s'en éloigner. Donc la paix, dans son état dynamique, est un apprentissage. Et un apprentissage constant. En fonction aussi des âges, il ne faut pas se leurrer, hein, chacun de nous a son profil psychologique. Il y en a qui sont plus nerveux, il y en a qui sont plus calmes, mais au fond, les frustrations demeurent les mêmes. Tout le monde peut être frustré par une situation, tout le monde peut bouillir au fond de lui-même sans l'exprimer d'une manière agressive. Et même le silence peut constituer une réaction à la frustration. Alors il est important de prendre conscience que nous pouvons avoir des comportements qui déstabilisent la paix, la concorde, la tranquillité des autres. Il faudra aussi prendre conscience que les autres nous déstabilisent par leurs réactions. Et quand on prend conscience de ça, on se dit, mais puisque nous sommes obligés de vivre ensemble, qu'est-ce que nous faisons? Donc on prend conscience de son état de frustration. On est conscient que les personnes que nous avons en face peuvent également vivre les mêmes frustrations et on essaye. Et c'est là que c'est un apprentissage au quotidien. Et il ne faut pas attendre de vieillir pour l'apprendre parce que c'est auprès des personnes d'un certain âge qu'on voit bien les valeurs liées à la paix. Il faut commencer par développer ces compétences et c'est ce que la Fondation Graines de paix s'évertue à faire. Elle existe depuis 2019 au Bénin. Moi, j'y ai travaillé en 2019 et 2014. Donc, j'ai passé 5 ans de ma vie à travailler avec des communautés dans le Nord. Donc, de 2014 à 2019 2019 à 2024. D'accord. Moi, j'y ai travaillé et la Fondation continue pas à travailler. Je n'y suis plus. Mais j'ai été vraiment sidérée par le contact avec les communautés dans le Nord où nous avons développé des programmes de culture de la paix dans les écoles pour améliorer la qualité de l'éducation, mais aussi pour favoriser le mieux vivre ensemble dans certaines communautés. Donc, c'est un apprentissage. Ce n'est pas facile. Et quand on est jeune, parfois vous allez entendre les jeunes dire « je suis comme ça ». Quand vous êtes comme ça et que vous mettez mal à l'aise les autres, vous avez à apprendre à mieux vous comporter, vous avez à apprendre à mieux imaginer les conséquences de votre réaction sur l'autre. Et c'est ainsi que vous pouvez trouver un consensus. Je ne parle pas de compromission, mais je parle de compromis qui permettent de vivre ensemble. Donc c'est un apprentissage. Et à n'importe quel âge, on peut l'apprendre, mais il est souvent souhaité que cet apprentissage commence très tôt par l'enfance. Donc avec les enfants, on peut déjà commencer tous ces exercices d'apprentissage de la paix. Avec les jeunes qui à un certain moment sont très nerveux, veulent dicter leurs lois, veulent exprimer leur frustration de toutes les manières. Quand les jeunes apprennent à vivre en paix, quand les jeunes apprennent à développer les compétences de paix, je pense que toute la société en bénéficie
Parce que c'est souvent ces jeunes qu'on utilise pour déstabiliser la paix. Docteur, on va revenir à vous tout à l'heure parce que ce que vous dites est très intéressant. On a un jeune sur le plateau, mademoiselle Divine Exaucée Tossavi. Vous avez suivi un peu le développement qui a été fait par le docteur Idossou, surtout par rapport à cet état d'esprit à nourrir au quotidien. Mais en tant que jeune, comment est-ce que vous définissez la paix et comment est-ce que vous le vivez aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La paix est perçue comme un pilier essentiel de développement durable et elle va au-delà de l'absence de conflit. Elle est aussi perçue comme une responsabilité civique, une responsabilité de l'État qui permet la cohésion sociale et la stabilité politique. En tant que jeune, je vis la paix au quotidien, je vais le dire ainsi. Je vis la paix au quotidien parce que il ne passe pas une journée sans qu'il n'y ait de différends, de mésententes et de conflits. Et pour pratiquer cette paix au fil des heures, au fil des minutes, lorsque je regarde autour de moi, je vois qu'il y a des personnes qui connaissent le tempérament. Et en fonction de ce tempérament-là, ils agissent. Par exemple, ceux qui se mettent très vite en colère, ils essayent de garder le calme, mais de prendre de distance ou de quitter la pièce dans laquelle il y a la mésentente ou les conflits. Et lorsque cette tension-là veut déraper, je vois des devanciers, par exemple, qui viennent et qui essayent de discuter séparément avec ces personnes-là qui sont indifférents, afin qu'ils puissent se comprendre et revenir dans la paix. Mais, quand, par exemple, les deux acteurs n'arrivent peut-être pas à avoir le courage de se parler et qu'il n'y avait peut-être pas aussi une troisième personne capable de jouer le rôle de médiateur, comment ça se passe? C'est un peu compliqué, mais il faut partir du fait qu'il y a souvent une personne parmi les deux qui essaye d'éviter que ça dérape. Parce que je ne peux pas penser que nous sommes deux personnes dans un différend et nous allons tous deux vouloir qu'il y ait du sang ou bien qu'il y ait de la bagarre. Il y a forcément une personne qui se temporise, qui se calme et qui essaye de régler la situation à l'amiable. Docteur, le fait de garder son calme, son silence pour ne pas permettre à ce que la situation dégénère, est-ce que ce n'est souvent pas pris comme une sorte de faiblesse par celui qu'on a en face de soi ou peut-être même par l'environnement? C'est fort possible. Et puis, parfois, dans les schèmes de l'éducation, dans ce que nous transmettons à nos enfants, on leur demande par exemple de rétorquer, de réagir à la violence. Quand tu es un petit enfant et que tu t'es fait taper par un autre enfant du quartier, je vois comment les parents réagissent. On dit, mais tu es bête, tu t'es fait taper, il fallait lui répondre. Ça, ce sont des schèmes qui produisent des gemmes de la violence. Et quand vous ne réagissez pas, quand vous vous éloignez, parce qu'il faut bien le dire, c'est un apprentissage. S'éloigner est un apprentissage. On s'éloigne lorsqu'on a pris conscience que si on continue d'agir, cela créerait plus de problèmes qu'il n'en faut. Et il faut reconnaître aussi que tout le monde ne sait pas gérer. C'est pour ça que ça demeure un apprentissage. Vous voyez, dans de nombreux collèges aujourd'hui, parfois moi je fais des observations autour de certains collèges, il y a des jours où on se prépare pour la bagarre, où on se met dans des tenues bien colorées, souvent le rouge, et on se donne rendez-vous, soit sur le terrain de sport, soit devant l'école, pour se battre. Et pour la plupart du temps, c'est le vendredi. Et pour la plupart du temps, c'est le vendredi, ou c'est le mercredi soir, à l'insu des adultes. Parfois, au vu des adultes, parce qu'il y a des gens qui passent, mais qui ne disent rien. Moi, je m'arrête souvent, je regarde ce qui se passe. Parfois, j'interviens et après, je me dis, mais nous sommes en train de fabriquer quel type de jeunesse? Ou parfois, la bagarre ne vient pas de la frustration directe, mais d'une frustration liée à un ami. Donc, on se coalise pour engendrer des bagarres dans les écoles et il faut que ça s'arrête. C'est pour ça que cette émission doit vraiment être écoutée. On doit faire quelque chose dans les écoles pour que la culture de la paix devienne, soit enseignée, intègre les programmes de formation de civisme et autres. Oui, quand on a de la veine
les frustrations sont liées à des hormones, il ne faut pas s'en leurrer. On a des réactions physiologiques liées aux frustrations, mais après, on est capable, lorsqu'on prend conscience de ce qu'on est en train de vivre, quand je vis de la colère, et que je sais que je vis de la colère, et que j'identifie l'objet de ma colère, je peux prendre du recul. Il suffit de réfléchir 2 minutes. Et ce temps de réflexion n'existe souvent pas parce qu'on ne nous a pas appris à prendre conscience de l'élément qui nous frustre et qui risque de nous mettre à nu. Parce que quand vous vous mettez dans tous vos états, et ça arrive à tout le monde, quand vous vous mettez dans tous vos états, après c'est vous qui êtes exposé. Vous qui vous êtes bagarré, vous faites objet de spectacle. Et aujourd'hui, on peut vous prendre en vidéo ou on peut vous prendre en photo, garder ces photos-là pendant des années et vous flanquer ces images plus tard pour montrer que vous êtes une personne qui n'est pas capable de se maîtriser. Donc c'est très très important d'apprendre à identifier ce qu'on vit comme frustration, d'apprendre à s'arrêter un instant pour se dire est-ce que je réagis dans ces conditions et si je réagis, quelles en seront les conséquences. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des luttes d'intérêt. La vie est faite d'intérêts, mais les luttes pour nos intérêts doivent se faire dans un cadre qui annule ou qui suspend ou qui met de côté la violence. Rien ne peut justifier la violence et l'être humain, comme votre chroniqueuse le disait tout à l'heure, a besoin de paix pour se développer. Imaginez lorsque les couples ont des difficultés, ça dérange les enfants. Eux-mêmes, ils ne sont plus en paix. Le soir, vous avez peur de rentrer chez vous alors que c'est votre lit conjugal qui vous attend. Donc, on a besoin de faire beaucoup d'efforts. Même si nous avons des intérêts en jeu, nous devons réfléchir à chaque fois à comment arriver à remplir nos besoins, à assouvir nos besoins sans que jamais cela ne se transforme en conflit. Mademoiselle Tossavi, dans le cadre éducatif, précisément à l'école, à l'université, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Vous parlez des questions de paix. La difficulté réside souvent par l'absence de médiateur pour pouvoir concilier les deux parties. Et par aussi l'absence d'apprentissage, comme Madame Valérie le disait tout à l'heure, pour pouvoir nous apprendre à nous maîtriser, à nous comprendre face à un problème face à un problème qui nous divise. Et lorsque je prends par exemple, lorsque j'étais au secondaire, il y avait souvent des petits élèves, lorsque je prenais la 6e en 3e, qui se battaient souvent juste parce que tel a pris le ballon de l'autre, tel a pris le cahier sans mon consentement. Et c'était difficile pour les surveillants et les directeurs de gérer ces différents types de cas. Et un jour, par miracle, il y a une association qui est venue dans l'école qui s'appelle SOS Civisme et qui apprenait aux enfants de la 6e en terminale à se comprendre, à cultiver la paix, à apprendre l'écoute de l'autre, le respect de l'autre. Et à cette démarche-là, chaque année, on faisait des activités les samedis et les mercredis. Et au fil du temps, il y avait les bagarres, les différends qui diminuaient. Ça avait déjà presque disparu. Donc j'ai compris à travers cette association SOS Civisme, que je remercie d'abord, qui a permis aux élèves, malgré qu'on était dans un village, qui a permis aux élèves à apprendre à se maîtriser, à s'autodiscipliner. Des fois même, sans l'absence du surveillant, vous voyez les petits élèves de 6e qui disent non, fais pas ça, il faut te calmer, et voilà, pour rentrer dans l'ordre. Mais la difficulté réside souvent à l'absence de ces genres d'associations-là dans les écoles, dans les universités, pour plus apprendre aux élèves et aux étudiants à se maîtriser. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes sont aujourd'hui prêts à militer au sein de ces organisations? Puisque la préoccupation première, visiblement, c'est la politique. Bon, je dirais que les jeunes doivent aussi voir la culture de la paix. De notre côté, il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que les centres d'intérêt personnel. Il y a aussi cette paix-là, parce que sans paix, je ne pense pas qu'il y aurait un développement ou bien je ne pense pas que certains domaines d'activité dans nos pays auront un développement
conséquent ou durable. Donc je vais exhorter les jeunes à plus militer dans les associations de paix pour plus avoir de visibilité ou d'audience et être reconnus par des grandes associations nationales et internationales. Et voilà. Docteur, le paradoxe, c'est que très peu de jeunes aujourd'hui militent au sein des organisations ou des structures de promotion de paix. Qu'est-ce qui pourrait le justifier? C'est d'abord les acquis de l'éducation. Je crois qu'on en parle très peu, même si dans les familles, on essaye de garder un équilibre. On garde l'équilibre dans la famille, mais en rapport avec l'environnement, je pense qu'on ne s'en préoccupe pas souvent jusqu'au jour où on découvre que son garçon est allé à l'université et qu'il s'est mêlé à une révolte et qu'il a été objet d'interpellation. En rapport avec l'extérieur, la culture de la paix n'est pas suffisamment véhiculée auprès des jeunes, même dans les écoles. Je vous parlais du programme de graines de paix que nous avons développé dans le Nord. Nous avons compris que entre l'école et les parents, il y avait une grande distance et que ça profitait à personne, cette distance-là. Parce que quand un enfant a été objet de violence à l'école et que le parent vient également exercer de la violence sur l'enseignant ou sur la personne qui a été l'auteur, vous comprenez que le circuit d'éducation scolaire s'arrête et que ça entraîne des conflits et des conflits. Les jeunes ne s'intéressent qu'aux choses qui les impliquent. En fait, si vous voulez qu'un jeune trouve un intérêt, il faut d'abord l'informer. Les jeunes ne sont pas informés sur la possibilité d'apprendre la paix, parce que la paix est comme un mot dans nos bouches. Nous ne mettons pas l'accent sur le fait que ça s'acquiert. On ne naît pas avec la paix, comme on ne naît pas avec un diplôme. Un diplôme, on étudie, on apprend pour avoir des compétences qui donnent droit à un diplôme. C'est pareil pour la paix. Et on n'apprend pas suffisamment aussi aux jeunes que la paix est un facteur de réussite. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie sociale. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence émotionnelle. Vous allez dans des tests, vous avez fini votre diplôme, vous cherchez un emploi, les gens vont tester votre patience. Les gens vont vous tester juste en regardant sur votre visage. Et ça dénote du conflit interne que vous avez, du conflit que vous pouvez manifester en rapport avec les membres de votre environnement. Donc, si les jeunes ne s'y intéressent pas, c'est de la responsabilité des adultes, c'est de la responsabilité aussi de l'école. C'est vrai, les enseignants font énormément de choses pour gérer les conflits à l'école, mais est-ce qu'on enseigne les compétences liées à la paix à l'école? Le maître doit être en paix, la maîtresse en paix, parce que les enfants aussi font des choses qui frustrent les enseignants. Et les enseignants aussi font des choses qui frustrent les élèves, les enfants et tout le reste. Donc, si on parle aux jeunes de comment on acquiert la paix, si on parle à l'école de comment on acquiert la paix, tout le monde en gagnera. Donc, je pense que c'est un chantier ouvert. Les organisations de la société civile font des efforts. Il reste que l'État, qui est le cadran, enfin, qui est l'autorité qui cadre tout, puisse prendre des dispositions pour que la culture de la paix devienne un module enseigné dans les établissements scolaires, que ce soit au primaire, depuis la maternelle bien sûr. Nous, on l'a expérimenté depuis la maternelle jusqu'au primaire, mais il faut que ça passe au secondaire. Et pour le faire, je sais que les curricula doivent être modifiés. Je sais également que les ressources doivent être mobilisées pour cela. On ne voit pas l'intérêt direct, on ne voit pas le résultat direct, mais à long terme, on est en train de préparer des citoyens qui seront à même de mieux comprendre les intérêts d'un État, de mieux comprendre les intérêts de leur famille et de les concilier avec leurs propres intérêts pour que le compromis soit possible et que le vivre ensemble
soit une chose acceptée par toutes et tous. Visiblement, il y a un paradoxe qui se nourrit au cœur de nos États africains. C'est qu'à la veille des élections, que ce soit communales, législatives ou même présidentielles, on commence par parler plus de la paix. On n'anticipe pas. Et pourquoi toujours attendre ces derniers moments? Oui, bon. Est-ce que c'est parce que l'État n'a pas suffisamment de moyens? Vous avez parlé des curricula, par exemple, à pouvoir modifier, permettre à ce que l'on commence par parler du programme de paix dans le système éducatif. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire ce pas? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas toutes les ressources encore, mais il faut commencer quelque part. Mais ce qui fait que pendant des périodes liées aux élections, des périodes électorales, on parle plus de paix, c'est parce qu'on sait que pendant ces périodes, il risque d'avoir des frustrations. Les citoyens choisissent leur mandat et quand vous êtes passionné de vos mandats, vous pensez qu'ils sont les meilleurs. Vous pensez qu'ils sont brimés, vous pensez qu'on leur arrache des droits et parfois ça peut être vrai. Mais en fait, vous avez aussi la responsabilité, malgré toutes les frustrations que vous vivez, de pouvoir vous dire, mon pays est au-dessus de tout, ma famille est au-dessus de tout, mes amis au-dessus de tout. Et c'est ça les compromis en fait. C'est vrai que parfois, quand on s'imagine que je vais perdre mon emploi, quand on s'imagine que ceux qui vont venir au pouvoir ne seront pas juste envers moi, on peut se dire, j'y mets de la violence pour gagner. Mais en réalité, si un mandat accède au pouvoir et qu'il devient responsable de ce pouvoir, tous les citoyens deviennent ses enfants. Il devient le porte-parole de toutes les personnes qui vivent sur son territoire. Que vous soyez chef d'arrondissement, maire, député, président de la République, tout le monde, dès que les élections finissent, tous redeviennent vos mandants. Et vous avez la responsabilité de leur offrir les services publics qu'il faut. Et c'est pour ça qu'il faut toujours un développement équitable et équilibré de toutes les régions d'un pays pour que jamais personne ne se sente mis à côté, personne ne se sente rejeté, parce que parfois le sentiment de rejet, quand il n'est pas exploré par la personne qui se sent rejetée, peut déboucher sur des comportements déviants et qui peuvent troubler la paix. Et on en fait l'expérience à chaque élection. Il faut éviter absolument de se laisser corrompre, de laisser corrompre son esprit par des personnes qui ne vous vendent pas la paix, mais qui ne vendent que la violence. La violence n'arrange personne. Quand elle démarre, les personnes qui sont auteurs peuvent aussi se retrouver en difficulté. Il ne faut pas se laisser manipuler. Il faut rapidement identifier les gemmes des frustrations. Il faut en parler parce que lorsqu'on n'a pas la possibilité de parler de ces frustrations, elles peuvent amener à de la dégénérescence. Lorsqu'on n'a pas la possibilité de dire comment on se sent, on peut aussi rapidement tomber dans la violence, ce qui n'est pas souhaité. Mademoiselle Tossavi, mon pays est au-dessus de tout. C'est ce que je retiens donc de ce développement qui a été fait par le docteur Valérie Idoussou. Est-ce que vous arrivez à vivre ce sentiment d'appartenance à la patrie au point de vous dire, oui, au nom de la patrie, je préfère m'oublier? Merci beaucoup pour cette interrogation. Oui, c'est possible parce que lorsque je vis dans un pays dans lequel le gouvernement ou les institutions nous permettent de nous éclore de nos coquilles. Lorsque je dis ça, je parle surtout des jeunes.
au niveau de la jeunesse, souvent, actuellement, je vois des jeunes qui se lèvent, qui créent des associations, qui créent des ONG, qui militent pour ci, qui militent pour ça, qui militent pour ci, qui militent pour ça, et qui s'oublient. Et quand je vois ça, je me dis, moi aussi, je peux le faire. Et dans notre pays, le Bénin, il peut arriver qu'il y ait des difficultés pour pouvoir se lever, s'oublier et dire que je vais me lever, aller devant pour pouvoir défendre mon pays, pouvoir mettre haut le nom de mon pays. Il y a souvent ces difficultés-là, mais je me dis qu'il est souvent primordial de le faire pour pouvoir se donner un nom dans la société, pour pouvoir se donner un nom dans le monde entier. Oui, mais quand vous vous retrouvez peut-être dans un environnement où vos droits ne sont pas du tout respectés, est-ce que parfois, par la violence, vous n'arrivez pas à agir? Non, je n'agis pas par la violence. Je n'agis pas par la violence. Je me dis que peut-être ces personnes-là qui ne m'accordent pas ce que je veux, mais qui ne respectent pas mes droits, ne sont pas informés ou ne savent pas souvent ce qu'ils font. Et donc, je me dis tout simplement que malgré qu'ils me briment ou malgré qu'ils ne respectent pas mes droits, ce n'est pas une raison pour pouvoir agir par la violence. C'est le moment de leur montrer l'exemple et de me lever et de montrer qu'il faudrait passer par le respect de mes droits pour me permettre à avancer. Est-ce que c'est aussi facile ce que vous dites? Est-ce que c'est pas parce que vous êtes sur le plateau que non, que ce vous n'est pas tenez ce facile. discours? Ce n'est pas facile parce que auparavant, moi, lorsque je suis en colère, j'ai souvent tendance à faire du mal. J'ai souvent ça. Vous avez tendance à faire du mal ou vous faites du mal? Je vais dire ça comme ça, je fais un peu de mal quand même. Okay. Et il y a ma mère qui me dit, tout ne se règle pas par la violence. Elle me dit ça. Et lorsque je suis venue à l'université, j'ai commencé à suivre un programme de développement personnel. Et c'est par là que j'ai commencé à m'autodiscipliner. Lorsque je suis en colère, je sais que si je dis ce mot-là, ça va amener à la violence, je me calme. Actuellement, maintenant, lorsque je suis en colère, je suis silencieuse. Soit je suis silencieuse, soit je quitte les lieux où il y a la division ou la mésentente. Et souvent, il y a mes amis qui me disent que souvent, lorsqu'il y a ces genres de tensions-là et je suis silencieuse, ça les pousse à avoir encore peur de moi. Bon, je n'arrive toujours pas à comprendre, mais lorsqu'ils disent, toi, tu es toujours silencieux, tu es toujours silencieux, tu es calme. Ce silence-là ou ce calme-là nous pousse encore plus à avoir peur de toi. Et j'ai mon leader qui me dit souvent, tu fais du progrès. Parce qu'au début, quand je suis en colère, oh là là, des fois même lui-même, il me dit des trucs, des choses pour me pousser à bout. Mais je me calme, je me temporise. Et au fur et à mesure, chaque semaine, on fait une évaluation sur comment j'ai évolué. Et je vois que ça va mieux. Sinon, avant, ce n'est pas ça. Mais avec vos camarades, quand vous regardez un peu comment est-ce qu'ils se comportent aujourd'hui au cœur de la société, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a aussi des efforts qui se font à leur niveau? Et qu'est-ce qui a pu permettre à ce qu'ils en arrivent là? Il y a des efforts. Je vois qu'il y a des efforts parce que je ne peux pas rester dans un endroit où tout le monde marche. Tout le monde marche et moi je vais marcher. Bon, tout le monde marche et moi je vais courir. Okay. Parce que si tout le monde est en train de marcher et que moi je suis en train de courir, tous les regards vont se poser sur moi, ils vont me demander qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête, quel est le but du fait que je suis en train de courir. Donc je vois qu'ils font des efforts parce qu'à force de regarder tout le monde autour d'eux, à se tempérer, à s'autodiscipliner, à favoriser l'écoute de l'autre, le respect de l'autre, la non-violence, ils arrivent à développer ce caractère de paix. Et ce n'est pas facile parce qu'il faut, tout doit partir de soi-même. Si je ne suis pas décidée à maintenir la paix, si je ne suis pas décidée à pratiquer la non-violence, je ne peux pas le faire. Donc tout part de la décision. Docteur, est-ce que vous avez le même sentiment que c'est l'être qui s'autodiscipline, que c'est l'être qui prend la décision donc de travailler à préserver l'environnement de paix, ou l'être fait un effort et il attend qu'en face aussi des efforts se fassent? Dans la vie, on dit c'est soi d'abord. Et j'apprécie vraiment l'expérience de Madame Ezosé en face, qui est très jeune
Et c'est ça l'apprentissage de la paix. Et c'est ça aussi le rêve qu'en partant d'elle, beaucoup d'autres jeunes qui sont proches d'elle vont faire de nouvelles expériences. Vous êtes en train là de promouvoir une valeur positive. Là où la valeur était la réactivité violente, vous êtes en train de montrer dans cet environnement qu'on peut opérer autrement. Et votre attitude va être déjà appréciée et ça va amener d'autres à vous suivre. C'est pour ça que nous, en tant que travailleurs sociaux, on compte qu'il est possible de transformer nos sociétés grâce à des individus qui prennent des décisions. J'allais revenir pour dire, c'est soi d'abord. Vous avez fait ça pour mieux vous sentir. Quand on cherche la paix, ça profite d'abord à soi-même. Et deuxièmement, ça profite à notre environnement. Parce que quand nous promouvons la paix, quand nous avons des attitudes de paix, nos vis-à-vis remarquent cette attitude, l'apprécient, peuvent mieux collaborer avec nous. Donc, il y a un effet direct sur notre environnement. Et quand cet effet est direct, aucun être humain n'est bête, aucun être humain n'est con. Ils se disent, ben, si elle se comporte comme ça, moi non plus, je n'ai le droit de mal me comporter avec. Il faut que le déclic soit des déclics individuels. Même si on véhicule la valeur de paix comme une valeur sociétale, il faut bien des gens pour la pratiquer, pour montrer le chemin aux autres, pour contaminer les autres. Et c'est pour ça que les groupes de référence, dans les groupes de référence, vous avez par exemple 5 amis qui sont de la même promotion, qui sont ensemble depuis des années et qui pendant longtemps ont choisi des attitudes réactives, agressivité et autres. Et il y a un parmi eux qui, de plus en plus, parce qu'il suit un programme de culture de la paix ou de développement personnel, commence par changer d'orientation. Je vous assure que sa pratique va impacter les autres. Donc, du coup, on va passer de ma décision personnelle à être en paix et à promouvoir la paix autour de moi, à une décision qui devient une décision de groupe. Et quand ça devient une décision de groupe, ça vient dans l'espace public. Et c'est comme ça que nos sociétés peuvent en bénéficier. Si dans l'espace public, il y a plus de personnes qui apprennent à se maîtriser, qui réfléchissent aux conséquences des actes qu'ils vont poser, qui réfléchissent à ce qui leur arrive comme émotion négative, c'est notre pays, c'est mon village, c'est ma commune qui s'en trouve bénéficiaire. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas frustré. Cela ne veut pas dire que les gens font tout bien. Mais à un moment donné, on se dit, on donne l'exemple et les gens vont peut-être un jour se baser sur nos exemples pour changer. Moi, ça, je me rappelle très bien, je n'étais pas aussi calme. Je suis passée par des épreuves. Et sur le plan professionnel, j'avais un patron que je ne supportais pas. À un moment donné, à cause de l'éducation que j'ai reçue, je n'ai jamais voulu l'agresser, je n'ai jamais voulu prononcer une parole désobligeante envers cette personne, mais je l'ai toujours évité. L'évitement aussi, c'est une stratégie pour promouvoir la paix. Mais après, cette personne est celle qui m'a aidé à atteindre un objectif principal de ma vie. Donc, je me suis demandé après, si je n'avais pas eu cette attitude, si j'avais été agressive de manière directe, malgré que je savais que mes droits n'étaient pas respectés, je n'ai pas voulu l'affronter. Si je l'avais fait, je n'aurais jamais eu l'opportunité que j'ai eue par ailleurs. Et donc, c'est de la retenue. En toute chose, il faut se retenir, il faut s'expliquer. Promouvoir la paix ne signifie pas que nous n'avons plus de pensée, que nous n'avons plus notre avis à donner. Mais nous avons notre avis à donner tout en nous disant, quelle que soit la manière dont l'autre va accueillir mon avis, je n'irai pas à l'agressivité. Docteur Idossou, je sais que vous êtes très passionné des questions
relative aux valeurs humaines. Vous avez été présidente de l'association des assistants sociaux de notre pays, le Bénin. Dites-moi aujourd'hui de façon sincère sur ce plateau, quand vous vous retrouvez en face d'une personne, sur le plan professionnel bien évidemment, puisque vous aviez connu aussi un patron de par le passé que vous ne supportiez pas, si vous vous retrouvez aujourd'hui face à un patron qui développe les mêmes attitudes que celui que vous aviez connu il y a quelques années en arrière, quel serait le comportement que vous allez appliquer? Pour les téléspectateurs qui nous suivent, pour les auditeurs qui nous suivent au niveau de Diaspora FM par exemple, qu'est-ce que vous leur recommandez? Parce qu'il y a plusieurs personnes sur le plan professionnel qui ont de difficultés avec leur patron. C'est soit le courant qui ne passe pas, pour des questions de frustration inutile. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que je serais passé de l'évitement. L'évitement avait marché dans le temps. Mais ce n'est pas évident que si ça durait plus longtemps, que ça marche. Parce que quand vous évitez la personne, votre frustration est toujours intacte. Mais au moins, vous avez quelques résultats. Donc pour les débutants, je vous propose d'éviter le patron tant que c'est possible. Mais si vous voulez aller plus loin, ne cessez jamais de bien faire ce que vous avez à faire, malgré votre frustration. Regardez toujours de près vos objectifs de travail parce que quand on est frustré, on a envie d'abandonner. On se réveille le matin, on n'a pas envie de venir au boulot. Donc normalement, quand vous êtes dans ce genre de situation, lorsque vous vous levez le matin, vous faites un point de ce qui pourrait vous arriver dans la journée. Donc vous dites, je pourrais être confronté à la colère, je pourrais être confronté au rejet, comment je vais me comporter dès que ça arrive. Si c'est avec des personnes qui risquent de rire de moi. En tout cas, vous imaginez tous les scénarios chaque matin avant de venir. Et deuxièmement, comme je le disais, vous restez focus sur vos objectifs. Je dois remplir mes obligations. Vous avez un cahier de charges, vous remplissez. Et troisième chose, quand vous êtes en face de ce patron, faites l'effort d'avoir l'air détendu. Ce n'est pas facile, mais vous pouvez avoir un bonbon. Dès que le patron vous appelle, vous mettez votre bonbon dans la bouche pour aller à sa rencontre. Ça vous permet d'être en train de saliver. Par ailleurs, vous savez que la salivation produit du plaisir. Et quand vous ressortez, vous pouvez venir dans votre bureau, pousser un ouf. Quand ce patron va observer sur plusieurs mois qu'il ne vous atteint pas, il finira certainement par vous dire pourquoi il vous traite de cette façon. Et pour les patrons, il est aussi important, lors des discussions de réunions d'équipe et tout, ou en B2B, de toujours informer les collaborateurs de ce qui ne va pas et qui crée la frustration chez vous. Mais parfois, c'est pour des sujets complètement hors service, c'est pour du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, ou c'est simplement parce qu'on a une autre personne à positionner et on a envie de tout faire pour que vous vous découragiez, que vous partiez. Votre boulot, c'est une partie de votre vie. Personne ne doit vous arracher ce boulot tant que vous êtes capable de gérer vos émotions. Et vous avez aussi la possibilité de vous plaindre. Normalement, quand vous êtes dans une structure correcte, vous avez une structure qui accueille les plaintes. Les entreprises les plus sérieuses au monde mettent en place un mécanisme de gestion de plaintes. Vous avez le service, je pense qu'il y a un service personnel où vous pouvez vous plaindre. Il y a également l'organisation interne des employés qui permet de relayer ce type d'informations. Quoi qu'il en soit, sachez que la paix finit par amener la paix. Mademoiselle Tossavi, je vous voyais tout à l'heure prendre suffisamment de notes. Dites-nous ce que vous avez pu retenir de façon importante par rapport à cette déclaration faite par le docteur Idossou, même si aujourd'hui vous ne vous êtes pas encore retrouvé dans un espace professionnel.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai retenu beaucoup de choses. Et le primordial que j'ai retenu, c'est se préparer à ce qui va nous arriver. Lorsque nous nous préparons à ce qui va nous arriver dans la journée, nous mettons en place des tactiques pour ne plus avoir trop de frustration. Je prends l'exemple de lorsque je ne me prépare pas et que j'y vais, la frustration serait à 100%. Or, lorsque je me prépare, je sais que mon patron va me dire ci, mon patron va me dire ça. Le degré de frustration n'est plus au même lorsque je ne me prépare pas. Et j'ai aussi retenu que l'évitement est aussi une arme pour promouvoir la paix. Il y a souvent ma maman qui me dit tous les jours, lorsque tu es dans un environnement où tout le monde veut te faire du mal, tout le monde veut voir ta colère, il faut sourire. Souris. Plus tu souris, la personne saura, mais je fais du mal à cette personne-là, mais elle ne fait que sourire. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne-là? Et cette personne-là va se calmer, va arrêter de faire ce qu'elle est en train de faire. Donc, à entendre les propos de Dr Valérie, voilà ce que j'ai pu retenir en complémentarité avec ce que ma maman me dit tous les jours. Est-ce qu'on pourrait retenir ça comme votre mot de fin sur cette émission? Oui, je vais retenir ça comme ça. Et exhorter les jeunes à pouvoir plus militer dans les associations pour promouvoir la paix. C'est très, très important. Merci, mademoiselle Divine Exaucé Tossavi. Je rappelle que vous êtes juriste. Docteur Valérie Dossou, nous tendons progressivement sûrement vers la fin de cette émission. La thématique, elle est très intéressante. On va sans doute y revenir d'autres fois, agir au nom de la paix. Mais dites-nous ce qu'on peut retenir aujourd'hui en termes de conclusion. La paix, c'est le chemin. Le chemin du bien-être individuel, le chemin du bien-être collectif. Nous y gagnons tous, que personne ne nous ôte notre paix. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie Dossou. Je rappelle que vous êtes consultante et actuellement vous êtes la secrétaire générale du parti Renaissance nationale. Merci d'être passé sur ce plateau pour partager ces quelques moments avec nous. Mesdames et messieurs, ce sera donc pratiquement tout pour le compte de cette émission Le Bon Citoyen d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité d'écoute. On se retrouve semaine prochaine pour un autre numéro.